Voilà qui est fait. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Katia Papi qui vient nous parler de la formation aux danses dans un contexte de distance sociale. Pas évident pour la danse, effectivement, et je remercie vivement Katia d'avoir accepté que sa communication soit filmée et diffusée publiquement ensuite. Katia, je te donne la parole. Bonjour, merci Christophe. Effectivement, je viens parler d'un sujet un petit peu original, entre guillemets, puisqu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux danses ces temps-ci, alors que pourtant il y a bel et bien une éducation à la danse qui existe également. Donc, le plan de la présentation est le suivant. On va parler de la danse en général, voir que c'est une pratique peu étudiée, de l'enquête exploratoire que je suis en train de mener, qui met en avant que la danse est plus qu'un passe-temps. Et nous allons voir tout cela, comment cela évolue dans le contexte de pandémie, en termes de cours, en termes de pratique, et quelles sont les appréciations des danseurs face à l'idée de danser à distance, qui nous permettra d'aboutir à quelques premiers éléments de conclusion et éventuellement à des échanges. Donc, la danse, c'est une pratique peu étudiée. Le fait est que ça va être étudié, par exemple, par les ethnologues, les anthropologues dans les tribus. Ça, on va bien étudier les danses traditionnelles, etc. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Il y a également certains travaux sur les danses de scène, mais par contre, les danses de loisirs qu'on peut pratiquer tout à chacun en soir de semaine ou de week-end, celles-ci sont assez peu étudiées. Donc, c'est assez dommage de ce côté-là. Il y a Christophe April qui, lui, par contre, fait sa carrière là-dessus, mais c'est un petit peu un des seuls. Et il n'y a rien, ou en tout cas, je n'ai rien trouvé sur la façon d'enseigner la danse en ligne, en visioconférence, en cours asynchrone ou autre, et sur la danse en temps de pandémie non plus. Donc, voilà que j'essaie de combler ce qui m'apparaît comme un trou dans cette perspective. Donc, je suis en train de mener une enquête exploratoire. Donc, c'est une enquête par questionnaire tout d'abord qui est diffusée en ligne par les réseaux sociaux numériques. Au printemps, je l'ai diffusée une première fois dès le début de la pandémie. J'ai à peine eu 61 réponses. Ceci étant, c'est mieux que rien. Mais le questionnaire était assez long. J'avais fait une partie spécifique aux professeurs de danse, une partie spécifique aux DJ qui diffusaient aussi de la musique en ligne, etc. Mais peut-être que cela effrayait parce que ça semblait être énorme, même si tout le monde n'avait pas à répondre forcément à toutes les cases. Donc, j'ai refait le même questionnaire de façon simplifiée uniquement pour les danseurs à l'automne. Et puis, donc là, c'était un petit peu plus court, même si ça reprenait en bonne partie les mêmes questions. Et là, il y a eu 113 réponses. Donc, ce que je vais vous présenter actuellement, c'est sur la base de 174 répondants, sachant que le questionnaire de l'automne court encore et qu'il est donc possible encore d'y répondre. Donc, qui sont les danseurs qui ont répondu? Pour les 2 tiers, ils sont au Canada. Pour 1 tiers, ils sont en France. Bon, ça, c'est lié à mon histoire aussi, à mon réseau social où je suis française puis je vis au Canada. Donc, c'est assez logique de ce côté-là. Il y a majoritairement des femmes, alors que dans les personnes que j'ai sollicitées, et puis je les ai envoyées vraiment de façon large, il y avait peut-être plus d'hommes à la base, mais le fait est que beaucoup de femmes danse, peut-être un peu davantage que les hommes. Et puis, il y a tout ce qui est danse plus solitaire, comme la danse orientale, qui n'est réalisée que par des femmes. Donc, ça peut sans doute expliquer qu'il y ait plus de femmes qui répondent. On voit que 56% ont entre 30 et 50 ans. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a souvent une idée selon laquelle la danse, bien, ça va être pour les petites ballerines toutes jeunes qu'on voit en train de s'entraîner ou pour les plus âgés, le vieux danseur de boléro qui va à son bal musette, etc. Or, là, les répondants, ce sont des personnes entre 30 et 50 ans qui ont souvent un certain niveau d'éducation. On le voit au niveau des métiers, beaucoup d'enseignants, d'informaticiens, d'ingénieurs, d'architectes, de docteurs, d'infirmiers, techniciens. On a aussi des étudiants, des retraités, puisque la palette en termes d'âge est assez grande. Et on voit que pour la moitié à peu près, ils vivent en couple et ou avec enfants. Donc là aussi, on n'est pas dans l'image où c'est seulement des célibataires qui vont se chercher l'âme sœur en allant prendre des cours de danse. Il y en a, mais ce n'est pas forcément la majorité. Qu'est-ce qu'ils dansent? Eh bien, ces danseurs dansent pour beaucoup la salsa, que ce soit porto ou cubaine, si on reprend les termes qu'on emploie souvent, le West Coast Swing, les danses orientales, bachata, le zouk brésilien,
des danses swing comme le Lindy Hop, Balboa, etc. Donc, c'est assez varié quand même, mais c'est des pratiques qui vont quelque part aussi avec l'âge. On n'a pas beaucoup de réponses de danseuses de classique ou d'autres danses. On a quand même cependant du tango qui est généralement, qui correspond généralement à une population un petit peu plus âgée. Et quand on leur demande pourquoi ils dansent, qu'est-ce que leur apporte la danse, eh bien, c'est avant tout de la joie, du bonheur, des relations sociales, une forme de bien-être, d'harmonie avec son propre corps, une possibilité de s'exprimer sur la musique. Certains vont dire que ça participe aussi à une hygiène de vie, que ça leur apporte de la détente, une plus grande confiance en eux, une possibilité de se dépasser. Donc, on voit que c'est vraiment tout un monde de relations et de bonheur, quelque chose de très positif qu'apporte la danse. Et 85,5% d'entre eux disent qu'ils se sentent appartenir à une communauté. J'avais déjà pu étudier ça dans un groupe de deuil à la danse où on voyait cet effet de communauté qui était très intéressant suite au décès malheureux d'un professeur de danse. Donc, les mots-clés qui reviennent quand on leur demande quelles sont les valeurs de cette communauté, ce sont l'entraide, le partage, la tolérance, l'échange, le respect, le plaisir et la passion. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de passer. Comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi. Bon. Désolée, il y a quelque chose qui ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, l'idée était de voir depuis combien de temps les danseurs pratiquent. Donc, on voit qu'ils sont pour beaucoup à pratiquer depuis plus de 5 ans. On a à peu près pas loin d'un quart, là, 23% qui pratiquent depuis 1 à 5 ans. Mais beaucoup pratiquent depuis beaucoup plus longtemps et je ne sais pas pourquoi j'ai une partie qui n'apparaît pas. Mais normalement, il y avait un encadré sur la droite qui met en avant, et je vais avoir le même problème après, c'est étrange, je vais peut-être juste essayer pour ça d'enlever le mode plein écran. Oui, là, ça apparaît. Vous le voyez, mon encadré, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais juste laisser ça un petit temps, qui met en avant en fait que 72% suivaient au moins un cours par semaine avant la pandémie. La plupart répondaient même qu'ils en suivaient 2 par semaine. 63% allaient au moins à une soirée par semaine. Là aussi, la fréquence la plus répandue est de 2 par semaine, mais certains vont même à des soirées tous les jours de la semaine. 73% pratiquent des mouvements de danse ou des autres exercices contributifs à la danse. Donc, il y a toujours moyen effectivement de s'étirer, de se muscler, etc., tout ce qui contribue à la danse. Et 37% donnent des cours de danse. Pour 12%, en fait, c'est le métier. Les autres, c'est de façon plus occasionnelle. Mais tout ça, c'est pour montrer que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand que ce qu'on imagine parfois. Parfois, on pense, ah oui, il y a des personnes qui vont prendre un cours de danse parce qu'ils vont aller à un mariage ou quelque chose comme ça. Mais bien souvent, ça s'inscrit vraiment de façon à plus long terme dans la vie quotidienne. Ces personnes, en ce moment, eh bien, pour beaucoup, ont été amenées à changer leur mode de travail. On voit que près de 50% sont passés en télétravail et une partie également ne travaille plus. On voit également ce qui est intéressant en termes de sentiments. Je leur avais demandé un petit peu quelles étaient leurs émotions, leurs affects. Dans le premier questionnaire, on voyait que beaucoup, c'était la joie, la sérénité qui prédominait. Et à l'automne, ça a beaucoup changé. La joie, la sérénité, le calme qui prédominait au printemps ont vraiment diminué. Et on a eu une forte augmentation, par contre, de la fatigue, de l'inquiétude, du stress, etc., qui ont augmenté avec la pandémie, puis avec sans doute aussi le manque de danse. Je vais voir si je peux repasser en mode plein écran. Donc, entre la distanciation et la menace de fermeture ou les fermetures effectives des écoles de danse, il y a eu beaucoup de choses qui ont affecté finalement tous les professeurs et les écoles de danse. En faisant une veille sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses passer. Au Québec, il y a eu la particularité que les écoles de danse n'étaient pas du tout soutenues financièrement jusqu'à très récemment. Il a fallu que les élèves envoient des
des courriers de façon répétée au ministère. Ça s'est passé en Ontario, ça s'est passé au Québec. Au Québec, il y a eu plus de 1200 lettres qui ont été envoyées pour dire, bien là, ça ne va pas, les écoles de danse ne sont pas soutenues financièrement, elles vont finir par toutes fermer. Un professeur de danse, Michael Casajus, qui parlait de l'agonie des écoles de danse avec cette image du cercueil, en disant, ben là, on ne peut plus recevoir d'élèves, on ne peut plus rien faire, on va devoir fermer. Donc, c'est ça, en France, il y avait eu le couvre-feu, il y a certains studios disaient, ben nous, on fait de la résistance, on va quand même ouvrir, on vous délivrera une attestation, vous venez à des cours de danse, donc vous devez pouvoir circuler. Et certains montraient qu'ils ne comprenaient pas les mesures, pourquoi fermer puisqu'on est capable de faire cours avec un masque, avec des mesures d'hygiène. En bref, c'était pas évident, et puis c'est ainsi que Le Devoir titrait « Les écoles de danse de loisirs ne savent plus sur quel pied danser » parce que c'était comme pour l'éducation normale, une fois c'est les masques, une fois ça doit fermer, et les personnes ont vraiment eu du mal à s'adapter. Les écoles et les professeurs de danse ont fait de leur mieux dans un contexte pas facile. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est des danseurs en tant que tels, qui sont souvent davantage aussi des amateurs de danse, mais dont on voit, d'après les résultats, que c'est quand même très ancré dans leur pratique. Eh bien, eux, sur les réseaux sociaux, ce qu'ils mettent en avant, c'est avant tout de la nostalgie. Ils vont publier des photos, des vidéos de participation à des soirées, à des congrès, à des cours, des choses qu'ils aimaient. Ils vont mettre en avant à quel point ça leur manque. Et puis, évidemment, les autres vont renchérir en disant, bah oui, ça me manque aussi. Il y a beaucoup ces phénomènes-là. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde de la danse, ça ressemble un petit peu au monde de la recherche. C'est vraiment un milieu où il y a des cours, il y a la possibilité d'enseigner, il y a des congrès auxquels on va comme maintenant, où on peut échanger, etc. Et d'autres danseurs ont essayé de prendre ça davantage avec humour en disant, ben, on pourrait danser avec des super casques comme on le voit là, ou des casques de moto. On a vu aussi des vidéos passer avec des danseurs de tango qui tenaient une vitre entre eux. Essayer de prendre ça avec un petit peu plus de légèreté pour faire face au manque qui est là et qui est fortement ressenti par beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, comme on s'en doute, il y a des cours de danse en ligne qui se sont développés. Quand je dis en ligne, c'est bien à distance. On parle pas de danse linéaire. Donc, c'était très peu fréquent avant. Autant la formation à distance est beaucoup développée, par exemple, dans l'enseignement universitaire. Autant pour la danse, c'est un peu comme pour l'enseignement primaire, c'est quelque chose qui était très peu développé. Donc, 82% n'avaient jamais suivi de cours de danse à distance avant la pandémie. Et cet automne, eh bien, on voit que la plupart ne peuvent plus participer à des soirées. Ils sont quelques-uns à ne plus prendre de cours, à ne plus danser, mais beaucoup, comme ils ont cette passion puis cette habitude, vont quand même essayer d'avoir une pratique. Donc, 34,5% disent qu'ils révisent et qu'ils pratiquent des apprentissages antérieurs. On voit qu'il y en a 19,5% qui se forment avec des vidéos gratuites en ligne parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent sur les réseaux sociaux, et 46% suivent des cours en ligne, pour la moitié avec leur professeur habituel et pour l'autre moitié avec d'autres enseignants éventuellement. Donc, on voit qu'il y a une pratique qui peut perdurer grâce à la formation à la danse en ligne. Alors, comment ça se fait, cette formation à la danse en ligne? Là, je vous montre des images d'un congrès qui a eu lieu au printemps, au tout début de la pandémie. Donc, c'était assez frais et ils ont décidé bien de faire ça sur Zoom, comme on a eu beaucoup de cours pareil en visioconférence. Dans ce cas-là, l'adaptation était moindre. On va dire que l'idée était de faire à distance comme on fait en présence. Et ça pouvait donner des choses comme ça. Ils essaient de s'adapter quand même en se disant, par exemple, bah, toi, tu te mets de dos, moi, je me mets de face. Comme ça, ils ont les deux points de vue. Et au moment de pratiquer, là où normalement, eh bien, le professeur va rester dans le coin de la salle puis regarder ses élèves pour voir s'ils ont bel et bien compris les mouvements et les effectuent correctement. Là, c'était un écran noir, puis practice. Et évidemment, toutes les personnes qu'on voyait dans les petits écrans allaient en profiter pour faire leur pause pipi et ne pratiquaient pas vraiment. Donc, ça, c'était au printemps. Évidemment, les choses se sont très vite améliorées et certains professeurs de danse ont essayé de faire des choses plus approfondies en proposant bien des
des groupes privés sur Facebook, par exemple, mais en mettant des descriptifs, en expliquant avec des vidéos en asynchrone. Il y a eu des choses très intéressantes, comme on le voit par exemple dans l'image aussi à droite, avec vraiment des grains très fins qui permettaient de dire, il y a une vidéo de 5 minutes pour faire un échauffement, une vidéo de 5 minutes sur un mouvement pratique, sur un autre mouvement pratique, sur une partie de chorégraphie que vous pouvez avoir de face en miroir, de dos, avec musique, avec compte. Donc, vraiment un travail de granularisation très, très fin, mais ça dépend évidemment des professeurs de danse, de leurs moyens, de leurs habitudes, etc. On voit vraiment des choses variées émerger. Et dans tous les cas, évidemment, les danseurs amateurs, eux, doivent réorganiser leur activité. Donc, comment ça se passe? On sait qu'à la base, bien, ils avaient l'habitude d'avoir des cours programmés en classe, etc. On connaît ça dans tous les milieux d'enseignement. Là, finalement, ils ont dû faire comme ils pouvaient. Il y en a 43,5% qui disent qu'ils se planifient un temps pour la danse, comme ils l'auraient fait en allant à un cours, par exemple. Mais on voit que la majorité, quand même, vont danser quand c'est possible, quand ils arrivent à se dégager un moment, parfois en faisant d'autres activités. Tu fais la cuisine, tu fais un pas de danse en même temps. Quel est l'espace pour la danse? Il y en a certains qui peuvent profiter de studios, ça c'est sans doute davantage les professeurs ou d'une école. Une partie, c'est aménager un espace de danse à domicile, mais on voit que pour la plupart, ils vont devoir à chaque fois déplacer leur mobilier ou alors même adapter leur pas ou leur chorégraphie à leur espace. Donc, c'est contraignant. De même en termes de partenaires, puisque dans les danses de loisirs, il y a beaucoup de danses de couple, comme on l'a vu, des danseurs de West Coast Swing, de salsa, etc. Ça se danse à deux normalement, même si on peut toujours faire des mouvements en solo, évidemment. Mais on voit que là, 80,2% dansent seuls, alors que les 2 tiers des répondants pratiquaient finalement des danses qui se dansent normalement en couple. Donc, ceux qui peuvent danser avec leur conjoint le font, mais évidemment, ils n'ont pas la possibilité de changer de partenaire et certains peuvent danser avec leur partenaire. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais je pense que c'est en partie des professeurs ou des personnes qui ont l'habitude de bien pratiquer. En bref, pour revenir un petit peu sur cette formation à la danse à distance, c'est quand on leur demande quel est le mode préféré, puisque vous avez vu certains cours proposent de dos, de face, de profil, de ci, de ça. En général, ils préfèrent voir le professeur de dos, finalement, comme ça, elle serait en cours, ou alors de face en miroir, ce qui permet bien de faire les mouvements simultanés. C'est toujours plus difficile. 14% aiment quand même de face-face, mais c'est souvent plus difficile puisque ça implique au cerveau de faire la transformation. Donc, en termes d'autonomie, on voit qu'il y a une autonomie qui se développe, mais cependant, ils vont vraiment suivre ce que préconise l'enseignant. C'est-à-dire, on voit tel mouvement technique, bien on répète le mouvement technique selon les comptes, selon la musique qui sont proposés. Quelquefois, on va faire les échauffements, les étirements, mais pas forcément tout le temps. Et le fait de pratiquer sur d'autres musiques, de s'entraîner en comptant soi-même, etc., va être un petit peu plus rare. Ça demande davantage d'autonomie, puis souvent, on va se contenter de ce qui est proposé dans le cours sans forcément aller plus loin en termes d'appropriation. Finalement, en termes d'appréciation, on voit que beaucoup apprécient, c'est très bien, j'arrive à la conclusion, que beaucoup apprécient la flexibilité, la possibilité d'avancer à leur rythme qui est permise dans les cours asynchrones, le fait d'accéder à des cours auxquels ils n'auraient pas accès normalement parce qu'ils se donnent à l'autre bout de la planète ou autre, la centration sur soi également que ça permet, puisqu'on est obligé de travailler soi-même, on ne peut pas attendre que quelqu'un nous guide, il faut progresser soi-même. La précision des pas ou des mouvements qui sont expliqués, notamment en formation asynchrone. Il y a également des inconvénients, par exemple le manque de temps et d'espace dédié, comme on l'a vu, le manque de contact humain, puisqu'on a vu que beaucoup faisaient de la danse pour les relations sociales, ou en tout cas que c'était un des apports. Là, il n'y a plus cet aspect-là, il n'y a plus de dynamique de groupe dans les cours, il n'y a pas possibilité d'avoir un partenaire ou d'en changer si on en a un, ce qui est normalement important quand on danse en couple, et on manque un peu parfois de rétroaction. Évidemment, à distance, on connaît aussi les problèmes techniques. Toujours est-il que 41% aimeraient malgré tout continuer à prendre des cours en ligne après la pandémie, tandis que 59% souhaiteraient uniquement reprendre en présence.
Donc, les premiers éléments de conclusion sont les suivants. On voit qu'il y a eu des difficultés d'adaptation au passage à la distance qui ont été assez similaires à ce qu'on voit dans l'enseignement formel, primaire, secondaire, universitaire, avec une tentative de faire la même chose à distance que ce qu'on aurait fait en présence et puis des succès plus ou moins grands. Mais le fait est que pour les formations à la danse, ils ont encore moins de soutien que ce qu'on peut avoir dans les milieux d'éducation formelle. C'est sûr qu'ils n'ont pas de conseillers technopédagogiques et comme on l'a vu pour le Québec, il n'y a pas forcément eu de soutien financier non plus pour perdurer malgré l'obligation de fermer les écoles. La formation à la danse à distance, on voit que c'est une piste intéressante pour la progression individuelle des danseurs aguerris qui aiment ça et puis qui vont pouvoir travailler davantage en solo, davantage en précision. Mais c'est une pratique qui semble peu adaptée aux novices, un petit peu pareil que dans l'éducation formelle où la formation à distance est plus adaptée à des étudiants universitaires qu'à des élèves de primaire qui savent à peine lire et écrire. Il y a très peu de recherches sur la danse, comme on l'a vu, alors que c'est plus qu'un loisir du samedi soir, c'est vraiment un mode de vie pour beaucoup, c'est une pratique qui s'inscrit dans un écosystème où s'articulent des cours, des pratiques, des spectacles, des congrès, éventuellement des compétitions, et où amateurs et professionnels sont étroitement liés et ont vraiment besoin les uns des autres. Et donc, ce que je peux annoncer actuellement, c'est qu'à venir, il y a évidemment un approfondissement de cette recherche. Là, je vous ai présenté simplement des résultats de tri à plat, mais il va y avoir évidemment des croisements dès que j'aurai un petit peu plus de réponses, des tests statistiques et également des entretiens pour aller plus au fond du vécu de la danse en période de pandémie. Donc, je suis disponible s'il y a des questions. Et pour ceux qui le suivent en replay, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse katia.papi ou bien cpapi@teluc.ca si vous avez des questions, si vous souhaitez que je vous communique le lien pour participer à l'enquête ou autre. Coucou Katia, merci.